Bonjour Vincent de Courbiteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à cette série d'entretiens organisée par démocratiedirect.be. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement, décrire votre parcours, ce qui vous a amené à vous intéresser à la question démocratique? Est-ce qu'il y a des événements particuliers qui ont déterminé votre intérêt en la matière? Alors, je suis professeur en philosophie sociale et politique contemporaine à l'ULB. J'ai été pendant une quinzaine d'années directeur général du CRISP. Et donc, les questions de démocratie sont au cœur de mon travail depuis plus de 25 ans. Cela étant, je m'y suis toujours intéressé, déjà étant jeune, et je ne sais pas trop pourquoi. Sauf l'évidence selon laquelle je vis dans un monde compliqué, pas totalement satisfaisant, et que ça pose la question de savoir si on peut le transformer et à quelles conditions, mais on ne peut pas dire qu'il y a un événement particulier qui ait fait basculer mon intérêt vers la démocratie. C'est plutôt une sorte de constante. D'accord, merci. Est-ce que vous seriez d'accord, pour commencer par une forme de définition de la démocratie, avec la phrase bien connue attribuée à Abraham Lincoln, président des États-Unis de 1860 à 1865, déclarant que la démocratie était le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Alors c'est tout à fait juste. Étymologiquement parlant, c'est bien ça que signifie démocratie. C'est en fait la conception d'une démocratie directe, dans laquelle c'est le peuple lui-même qui prend les décisions en dernier ressort. On sait bien que nous ne vivons pas dans ce type de modèle en Belgique, mais je crois que c'est toujours un rappel utile que de dire l'idéal démocratique, au nom de la souveraineté populaire et de la liberté, c'est la démocratie directe, et donc la démocratie représentative a toujours des comptes à rendre par rapport à cette idée de souveraineté populaire. Donc moi j'adhère à la formule en effet. Donc ça c'est le volet par le peuple, et alors le volet pour le peuple. Le volet pour le peuple, il va de soi. Si c'est par le peuple, il est censé agir en fonction de son propre intérêt, du bien que lui-même reconnaît devoir poursuivre. C'est toujours quand les décisions sont prises au nom du peuple, pour le peuple, mais pas par le peuple, qu'on peut se demander si les décideurs qui ne sont pas le peuple ont vraiment l'intérêt général en ligne de mire. Donc pour moi, le pour le peuple est enveloppé dans le par le peuple. C'est bien ça. Donc, vous ne considérez pas qu'on peut entendre l'expression gouvernement par le peuple comme voulant dire éventuellement le gouvernement par des représentants élus par le peuple? Ça n'est pas, pour moi, une équivalence. Des représentants élus par le peuple ne sont pas le peuple, et s'ils sont dotés, comme c'est toujours le cas, d'une liberté, d'une indépendance à l'égard de ceux qui les ont élus, et c'est ce que les constitutions établissent. On n'est pas le représentant exclusif de ces électeurs, comme si on avait une sorte de mandat impératif. On doit, comme élu, prendre les décisions librement, en âme et conscience et à la lumière de l'intérêt général. On se coupe inévitablement de droit, et pour de bonnes raisons, des aspirations populaires brutes. Et donc, dire qu'un gouvernement est strictement représentatif, alors qu'en fait, il accorde aux élus cette indépendance à l'égard des volontés populaires ou des volontés des électeurs, c'est une contradiction dans les termes. C'est une représentation au sens un peu vague. Nous agissons en votre nom et vous nous avez choisis, mais c'est pas une représentation au sens strict ou contraignant. Ce que nous faisons, c'est évidemment et juridiquement le prolongement de ce que vous souhaitez. Une fois qu'on admet, qu'on instaure constitutionnellement le principe de l'indépendance des élus et l'interdiction des mandats impératifs, on brise le lien de représentation. Moi, sur ce point, je suis très en accord avec Hans Kelsen, un grand juriste autrichien qui était très radical sur cette question, en disant nous ne vivons pas dans des gouvernements authentiquement représentatifs. Et ne considérait pas que c'était un scandale, mais il fallait le savoir dans l'analyse. D'accord. Alors, si on regarde le régime politique belge, est-ce que vous seriez d'accord de le qualifier d'ultra-représentatif? En ce sens que les droits politiques s'y réduisent au droit de désigner des représentants au suffrage universel, potentiellement entre deux élections, de contester publiquement leurs décisions, mais sans aucune garantie d'efficacité. Alors, sans garantie d'efficacité, sûrement, sans grande capacité d'intervention des citoyens entre deux scrutins aussi, même si on a
depuis un certain nombre d'années, la possibilité de participer à des consultations populaires à l'échelle communale, régionale, mais encore faut-il qu'on en organise. Donc, de fait, le citoyen n'a pas de garantie d'efficacité. Il a quand même tous les contre-pouvoirs à sa disposition qui sont garantis par les droits fondamentaux. La liberté de presse, la liberté d'expression, d'association, de grève, de manifestation, etc. Donc là, il y a un contrepoids à cette indépendance des élus que j'évoquais, mais c'est un contrepoids à la fois formel au sens où la Constitution, les droits fondamentaux exigent qu'on respecte ces libertés, mais c'est en même temps un contrepoids qui n'a pas de garantie d'efficacité ou d'impact, parce que les gouvernements peuvent évidemment, s'ils le souhaitent, ignorer la protestation des associations de la rue ou même des actions de désobéissance civile ou des grèves massives. Ils sont bien, ces élus, dans le rôle quand ils ignorent des revendications populaires parce qu'ils sont élus pour décider en leur âme et conscience. Et donc il y a évidemment une inégalité entre le pouvoir en dernier ressort des élus, qui ont le monopole de la décision, et puis la capacité de contestation des citoyens organisés ou à titre plus informel. C'est ça, mais donc on est d'accord pour dire que les élus, les représentants en Belgique ont réellement le monopole de la décision politique. À effet juridique, oui, tout à fait. C'est ça. Hein. Oui. D'où la qualification potentielle d'ultra-représentatif, dans la mesure où ils ne partagent pas la capacité de décider avec les citoyens, malgré l'idée d'une souveraineté populaire qui reste malgré tout sous-jacente à l'idée de démocratie. Tout à fait. Ils commencent à la partager depuis quelques années dans le niveau de pouvoir où on a mis en place, où on accepte des créations d'assemblées citoyennes, où on organise des assemblées citoyennes tirées au sort et où il y a là des résolutions, des propositions qui peuvent en émaner. Mais jusqu'ici, le pouvoir politique s'est toujours réservé le droit de trancher en dernier ressort. Donc effectivement, il ne partage pas réellement ses prérogatives. Puisque vous l'évoquez, l'Assemblée citoyenne tirée au sort vous paraît être une perspective intéressante pour faire évoluer cette situation? Ça me paraît une perspective intéressante précisément parce qu'on a besoin d'un contrepoids et d'un autre contrepoids que ce rôle actif de la société civile qu'on a historiquement connu en Belgique, mais qui n'est plus aujourd'hui en capacité d'infléchir ou d'impulser des orientations comme il a pu l'être jusqu'il y a peu de temps. Je pense qu'on a besoin d'un autre contrepoids. Des assemblées citoyennes, si elles sont bien composées, si elles sont sociologiquement représentatives, si elles garantissent une très grande qualité de la délibération en leur sein, pour moi, peuvent avoir une légitimité à ces deux conditions comparables à celles que les élus tirent du simple vote en leur faveur. Et du coup, la question se pose évidemment de savoir si on leur donne ou pas un pouvoir de décision. Si on considère qu'elles sont pleinement légitimes au sens d'une bonne composition et d'une qualité de délibération avérée, moi je ne serais pas choqué qu'on leur accorde un pouvoir de décision, au moins dans des matières où on sait, pour des raisons parfaitement explicables, que les élus sont en difficulté. Soit ils sont devant des sujets assez délicats qui peuvent être des motifs d'une sanction électorale qui les rend frileux, peu courageux parce qu'ils seront tétanisés à l'idée du prochain scrutin et ils agissent trop peu, trop timidement, soit parce qu'on a affaire, c'est une deuxième possibilité, il y en a d'autres encore, à des sujets sur lesquels le jeu politique est clivé, je dirais cristallisé, bloqué parce que certains partis ont des lignes rouges, des vétos, par exemple sur des sujets de société un peu sensibles. Partout, me semble-t-il, où il est manifeste que le monde politique est en retard sur les évolutions de la société, se bloque et se rend incapable d'avancer comme il le faudrait, il me semble qu'on peut explorer sérieusement la pratique des parlements de citoyens tirés au sort, là encore une fois où les élus nous placent devant un constat d'incapacité. Est-ce que un des défauts peut-être, au-delà des qualités que vous venez de mettre en évidence, un des défauts peut-être de ces assemblées tirées au sort ne serait pas le fait qu'elles laissent la majorité, la toute grande majorité de la population, toujours en position de spectateurs passifs, et encore même pas spectateurs peut-être, puisque ça dépend un peu des conditions de publicité des assemblées tirées au sort. Mais donc l'essentiel de la population
toujours aussi éloigné des affaires publiques. Oui, c'est clair. Quand on la présente, ces assemblées citoyennes, comme une alternative à la démocratie représentative, élective, il faut toujours se rappeler qu'en fait, ici, les citoyens se départissent encore plus de leur souveraineté. Au moins, les élus ont-ils été choisis par les électeurs. Tandis qu'ici, on doit laisser faire une assemblée citoyenne sur laquelle on n'a aucune prise. C'est la raison pour laquelle je disais, pour moi, elles n'ont de légitimité qu'à des conditions très strictes qui doivent être respectées de manière très forte, très nette. Et donc, a priori, il peut y avoir une défiance, voire un refus de ce type de procédé, qui a beaucoup moins d'audience que ce qu'on en dit. Il est très présent dans le débat public. Un certain nombre de niveaux de pouvoir ont commencé à mettre ces assemblées en place. Il y a une pression d'un certain nombre d'intellectuels, d'associations en leur faveur. Moi, j'ai toujours été frappé que quand je parlais de ce sujet devant des publics très différents, des étudiants à l'ULB, des jeunes, ou dans des conférences où généralement le public est nettement moins jeune, je rencontrais très peu de personnes qui étaient réellement favorables. Elles écoutaient avec un relatif intérêt, voire un intérêt réel, mais très peu se déclaraient partisanes. Parce que je pense que chacun perçoit bien qu'il y a là une sorte de délégation de pouvoir encore plus radicale qu'à travers l'élection. Et donc ça ne règle évidemment pas la question de la dépossession du citoyen de sa souveraineté une fois qu'il a voté. Parce qu'il y a une infime minorité de la population qui a l'occasion de participer réellement à de telles assemblées citoyennes. Donc c'est une limite incontestable de cette alternative. C'est ça. Et donc dans une assemblée citoyenne, les aspects d'une bonne délibération peuvent être réunis moyennant une série de conditions en termes d'organisation. Mais la participation de tous reste... Elle n'est forcément pas là. C'est une forme de démocratie représentative. Il ne faut absolument pas appeler ça de la démocratie directe. C'est de la démocratie représentative. Simplement, les représentants ne sont pas des élus. C'est un échantillon supposé ou dont on a vérifié qu'il était sociologiquement parlant représentatif de la population. Un peuple en miniature, comme dit Yves Saint-Omer, un des grands partisans de ce système, qui, pour moi, doit avoir cette légitimité sociologique comme condition indispensable d'un pouvoir qu'on pourrait éventuellement lui accorder de décider en dernier ressort. Si on laissait de telles assemblées se créer sur des bases volontaires, mais sans avoir vérifié que les principales composantes de la population y sont bien présentes, on connaît le biais, il est relativement faible en termes de sexe ou de genre, il est déjà assez important en termes de génération, les jeunes y participent moins, mais surtout, si c'est sur une base volontaire sans correction, on a une surreprésentation massive des catégories sociales les plus favorisées, les plus diplômées. Et le monde populaire, qui est déjà celui qui se sent le plus en difficulté devant le fonctionnement effectif de la démocratie représentative élective, est extrêmement peu présent et est même piégé par ce système. Donc il n'a de sens que si on respecte strictement pour moi une représentativité sociologique. C'est une condition sine qua non. Alors, dernière petite question sur les assemblées citoyennes. À Bruxelles a été mis en place un système d'assemblée mixte, composé, je pense, de 2 tiers de citoyens tirés au sort et 1 tiers de parlementaires. Est-ce que ça vous paraît être une formule intéressante, utile, peut-être pour intéresser plus les parlementaires eux-mêmes aux résultats de la discussion? Oui, je pense qu'en termes de dynamique de rencontre entre deux mondes qui au fond ne se parlent pas tellement, en tout cas pas par des voies formelles, on peut avoir des permanences électorales, des contacts informels évidemment, mais pas institutionnalisés. Il est bon que les citoyens et les élus puissent dialoguer si ce sont les élus qui, en dernier ressort, vont décider. Ils auront au moins été contraints d'entendre directement les citoyens, et les citoyens auront eu l'occasion de se faire entendre et d'écouter ce que peuvent être les réserves, les réactions des élus, de mieux comprendre peut-être les raisons pour lesquelles ils ont du mal à adhérer à telle ou telle suggestion. Mais j'aurais tendance personnellement à dire que la question de la composition de l'Assemblée, mixte ou non, à mes yeux est moins importante que la question de savoir qui décide en dernier ressort. Et le débat est ouvert, et là les positions sont assez tranchées. Il y a des personnes qui sont radicalement opposées à un pouvoir de décision à conférer à ces assemblées citoyennes, d'autres qui sont favorables. Et le débat, à la fois existe, certains se positionnent, et en même temps, j'ai l'impression, n'a pas tellement pris
on ne l'approfondit pas. Je ne connais pas tellement de lieux, d'occasions dans lesquels on essaie de régler cette question qui est pourtant essentielle. Très bien. Alors, je voudrais aborder maintenant une autre alternative qui permettrait de faire évoluer notre système démocratique ultra représentatif. Avant d'aborder directement la question donc des référendums, voilà, je voudrais vous citer une petite statistique comparative entre la Suisse et la Belgique. Donc, tirée d'enquêtes tout à fait sérieuses, je ne donnerai pas les sources comme ça pour l'interview, mais elles sont disponibles. Donc, en Suisse, 91% de la population se dit assez intéressée ou très intéressée par la politique. L'initiative populaire, le référendum sont des mécanismes très appréciés. Plus de 80% d'opinions favorables dans chaque cas. En Belgique, par contre, 7 Belges sur 10 se méfient de la politique, voire éprouvent un sentiment de dégoût à son égard. Est-ce que vous auriez une réaction par rapport à ces données ? Le contraste est manifestement violent. Je veux bien faire confiance aux chiffres, ils ne m'étonnent pas outre mesure, certainement concernant la Belgique. Il est clair que quand le système est centré sur ce monopole de la décision, du processus et de la décision finale, dont les élus ont le bénéfice, on est voué à regarder ce spectacle. On n'a que ce spectacle pour évaluer la démocratie. Et ce spectacle n'est pas toujours rassurant en Belgique, ne serait-ce que parce que le système est grippé. Chacun peut avoir son opinion sur la qualité des décisions prises et son adéquation avec les décisions prises selon les moments et les gouvernements. Mais on voit bien que le système est grippé et qu'il y a aussi un côté un peu théâtre d'ombre avec le formalisme de la délibération parlementaire, alors qu'en réalité, ce sont les gouvernements qui font la quasi-totalité des lois et que, en arrière-plan, ce sont les partis politiques et leurs états-majors qui sont les décideurs en dernier ressort. Et ça n'échappe pas totalement aux citoyens qui ne comprennent pas forcément très bien le lien entre leur vote pour une liste ou un candidat, une candidate lors des élections, et puis ce poids considérable des présidents de partis qui, eux, ne sont pas élus par la population en général. Et comme en plus le système est en panne d'efficacité dans un certain nombre de domaines, pas dans tous, mais il y a des domaines dans lesquels le sentiment d'immobilisme ou d'injustice ou d'impuissance est très important. Moi, je comprends tout à fait que les citoyens aient un sentiment de désaffection à l'égard de la chose publique, et que donc dans un pays où on a une possibilité beaucoup plus forte d'intervenir, notamment par la voie référendaire d'initiative ou parce qu'on est automatiquement sollicité, on a certainement l'impression qu'une part beaucoup plus considérable des décisions sont prises en Suisse par les Suisses eux-mêmes et qu'on ne va pas râler contre soi-même ni contester les décisions qu'on a pu contribuer à prendre. Donc le contraste me paraît assez facile à s'expliquer, oui. Et donc, l'hypothèse de recourir au suffrage universel pas seulement au moment des élections pour désigner des représentants, mais également pour répondre à des questions concernant des objets précis, pourrait être une hypothèse envisageable, légitime. Est-ce que vous voyez une raison de principe qui empêcherait l'extension du suffrage universel à des objets et non seulement à la désignation de ceux qui vont décider? Alors, la seule raison de principe qui me paraît concevable, c'est la question de la compétence. On peut se dire, seuls des élus professionnels de la politique maintenant, encadrés par les bureaux d'études, des partis, etc., tous les experts qu'ils ont pu solliciter dans un processus législatif, seuls des élus sont capables de trancher, d'élaborer des projets complexes comme ceux auxquels on a affaire aujourd'hui. Ça me semble être le seul argument solide, qui postule que malgré un niveau d'instruction qui est aujourd'hui beaucoup plus élevé, et donc la réduction du fossé social qui existait à l'origine entre des élus appartenant à l'élite sociale et le peuple, on pourrait continuer à dire, mais aujourd'hui les citoyens ne sont pas compétents pour décider par eux-mêmes. Je considère que l'argument est recevable sur certains objets de décision particuliers. Le système institutionnel belge, que même les élus maîtrisent d'une manière très inégale, certainement d'une personne à l'autre, des décisions d'une très grande technicité.
je serais relativement à l'aise quant au fait qu'on considère qu'il faut les écarter d'un champ référendaire. Beaucoup de décisions, me semble-t-il, doivent pouvoir être prises par la population aussi bien que par les élus, dont il ne faut pas mythifier le degré d'information, le temps qu'ils ont considéré utile de consacrer à bien étudier la question. Certains votent comme leur chef de groupe leur disent de voter. Ils ne sont pas forcément toujours au clair quant à toutes les finesses des décisions qu'ils prennent. Et donc, je pense que c'est légitime par principe et surtout qu'aujourd'hui, ça a une utilité très particulière. Quand nous votons, nous choisissons une personne, une liste pour décider de dizaines et de dizaines de projets potentiels dans des domaines extrêmement différents entre eux. En Belgique, on a 2 votes généralement exercés, un pour le niveau fédéral, l'autre pour le niveau régional et communautaire. C'est déjà mieux, ce ne sont pas les mêmes compétences, mais 2 bulletins de vote. Pour décider, si on prend le bulletin régional et communautaire, aussi bien de la politique de l'enseignement que de la politique agricole, que certains volets de la politique environnementale, que de la politique du logement, c'est dérisoire, parce que nous pouvons, comme citoyens, être en adhésion avec un parti sur certains sujets et en totale contradiction avec le même parti sur d'autres sujets. Ce qui n'était pas du tout le cas à l'origine du système, où les États n'avaient comme compétence que ce qu'on appelle le pouvoir régalien, le maintien de l'ordre en gros. Aujourd'hui, vu l'ampleur des domaines d'intervention de l'État, je crois que c'est pour les citoyens extrêmement précieux de pouvoir s'exprimer sujet par sujet, plutôt que de devoir faire confiance à une personne ou à un parti dans la totalité des décisions à prendre dans une très grande diversité de champs. Donc je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de revendications en faveur du référendum pour cette raison-là. C'est ça. Donc quand on entend une majorité politique déclarer qu'elle a un mandat clair de l'électeur pour mener une politique... Ça, c'est un mensonge éhonté. Elle n'a pas un mandat clair. Un mandat clair, ça voudrait dire que sur votre bulletin de vote, vous indiquez ce que vous attendez. Si vous faites ça, votre bulletin est annulé. Le vote est secret. Le vote, c'est juste un acte mathématique par lequel vous mettez une voix de plus en faveur d'un candidat et d'une liste. C'est tout. Et vous n'avez pas de mandat. On ne sait pas pourquoi les citoyens votent pour tel ou tel parti, ou alors il faut se fier à des sondages d'opinion dont ceux qui les réalisent disent bien qu'ils ont des limites. On ne connaît pas bien les motivations de vote qui sont en plus contradictoires entre elles ou très complexes pour un parti ou pour un candidat ou une candidate. Donc, le mandat clair, ça c'est un mythe, propagé encore par des responsables politiques, mais qui moi intellectuellement ne m'impressionne pas du tout. Je pense qu'on est assez d'accord avec vous sur cette question-là. Et donc, la question du référendum paraît être une piste intéressante. Donc, reconnaître le pouvoir du dernier mot aux citoyens grâce à des procédures décisionnelles telles que le veto citoyen ou référendum d'abrogation ou le référendum d'initiative citoyenne. Cela permettrait-il de renforcer la confiance des citoyens dans leurs institutions, puisqu'on parle d'une situation où on constate, on l'a vu avec la statistique énoncée tout à l'heure concernant la Belgique, que la confiance dans les institutions s'est vraiment réduite très fortement, et avec le risque d'une population qui effectivement en perte de confiance par rapport à ces institutions, commence à faire confiance peut-être à des voix plus autoritaires qui leur donneraient un sentiment de puissance qu'elles n'ont plus. Et donc, est-ce que on ne pourrait pas imaginer que ce référendum permettrait, en tout cas dans certaines balises, de favoriser cette confiance et d'éviter le risque Alors, je ne sais pas si ça augmenterait mécaniquement la confiance dans ces institutions, les partis politiques, le Parlement, etc. Par contre, j'imagine que ça renforcerait forcément la confiance du peuple en lui-même. S'il a la possibilité de lancer un référendum d'initiative populaire pour faire une proposition de loi, ou d'essayer de bloquer l'adoption d'une loi prise par un Parlement parce qu'on a un droit de veto sur la base aussi d'une initiative populaire, ou s'il est consulté sur une révision constitutionnelle, il doit logiquement considérer que la décision finale, il y aura participé ou il avait l'occasion d'y participer. Il ne s'est pas opposé, personne ne s'est opposé à une loi, ou bien il y a eu un référendum d'initiative populaire pour essayer d'y opposer un veto, et le référendum s'est conclu par une majorité favorable à l'adoption de la loi. Le citoyen doit considérer qu'il a pu intervenir, le peuple a tranché. Ce ne sont pas ces élus au nom de
leurs compétences présumées qui ont eu le monopole de la décision. Et donc, au fond, le peuple fait confiance, j'imagine, à ses propres décisions. Et je suppose est quand même à la fois redevable et reconnaissant à l'égard des élus quant au fait qu'on lui a donné la possibilité d'intervenir. Donc je peux bien imaginer qu'un système qui montre que les électeurs sont considérés comme des adultes capables et responsables avec qui on partage un certain nombre de prérogatives politiques suscite un sentiment d'adhésion et d'appartenance à une démocratie vivante évidemment plus important qu'un système purement électif. Oui. Très bien. Deux reproches qu'on entend régulièrement concernant les référendums, outre celui que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir l'incompétence des citoyens, mais vous avez déjà répondu à cette question-là. Le premier reproche, c'est son caractère insuffisamment délibératif ou trop binaire. Et le second reproche, c'est éventuellement ouvrir la porte à des propositions extrémistes et donc voilà, faire courir un risque à la démocratie par trop de démocratie. Alors, je trouve que ce sont deux reproches qu'il faut prendre au sérieux. Alors le caractère binaire, ça dépend encore du dispositif. On n'est pas forcément obligé de voter pour ou contre une unique proposition. Si c'est le cas, c'est adéquat sur des questions qui demandent de trancher par oui ou par non. Vous accordez ou non à des personnes de même sexe le droit de se marier. Il n'y a pas beaucoup de tierces propositions possibles. Un vote binaire pour ou contre un projet de traité constitutionnel européen, comme on l'a connu aux Pays-Bas, en France en 2005, ça se discute. Parce que pour ou contre quoi? Le traité en bloc, tel ou tel article, telle ou telle conséquence possible, mais telle autre qui serait positive alors que les premières sont négatives. Donc le côté binaire, moi, me gêne quand les objets sont d'une complexité telle que ça ne se laisse pas résumer à une adhésion ou une opposition. Donc, il faut pouvoir le lever. Certains disent l'inconvénient du référendum, c'est que justement, en jouant par oui ou par non, il polarise, mais sur certains sujets, la polarisation, l'opposition, elle est présente dans la société, dans les partis politiques. Si les partis politiques ne sont pas capables de sortir de leur opposition et que ça grippe le système, pourquoi ne pas faire trancher une opposition préexistante par le peuple souverain? Moi, ça me paraît tout à fait légitime dans ce type de sujet-là. Alors la question consistant à favoriser des thèmes un peu douteux ou des prises de position un peu douteuses, si j'ai bien compris ce volet-là, c'est une question inhérente au fonctionnement de la démocratie en général. C'est pas seulement à travers le référendum qu'on voit la possibilité que des valeurs très discutables soient à la manœuvre et conduisent à des décisions qui peuvent paraître relativement choquantes ou peut-être contraires à des droits fondamentaux. Et les partis politiques aussi, le jeu électoral aussi peut conduire à ce résultat. J'aurais tendance à dire ce risque-là, il existe si la délibération qui précède n'a pas été suffisante. Évidemment que si on n'a pas mis en place toutes les précautions, tous les moyens pour bien éclairer le public, les démagogues, les manipulateurs d'opinion, les propagateurs de fake news, les réseaux sociaux dans leurs aspects les plus délectères peuvent emporter la mise. Et donc ça, c'est une question en effet fondamentale. Ce n'est pas un hasard si dans un certain nombre de pays, le référendum est assorti de restrictions quant au champ des questions qu'on peut poser. Pas de mise en cause des droits fondamentaux ou pas de questions à impact fiscal ou financier pour éviter que les gens votent par réflexe en faveur de leur portefeuille. Je pense qu'on peut réfléchir au champ d'application, mais surtout pour moi, il faut réfléchir aux conditions d'une bonne délibération et donc d'une bonne information des citoyens. C'est un défi qui me paraît considérable, mais qui n'est pas non plus insurmontable. Notre association défend justement une combinaison, enfin la recherche d'une combinaison optimale entre démocratie représentative, référendaire et assemblée citoyenne tirée au sort, avec par exemple pour le référendum d'initiative citoyenne le caractère automatique d'une assemblée tirée au sort qui délibérerait sur la question soumise au référendum, avec la nécessité que l'information, que la délibération soit aussi publique que possible, soit médiatisée, et que le résultat de cette délibération-là soit joint au matériel électoral
du référendum. On pourrait aussi imaginer que l'Assemblée élue elle-même délibère, comme c'est le cas en Suisse par exemple, délibère systématiquement Oui. sur les objets soumis au référendum et se prononce sur l'intérêt ou pas de telle ou telle réponse. Et donc une combinaison entre ces trois volets, démocratie représentative, référendaire et aléatoire, nous paraît permettre d'essayer de trouver effectivement un paramétrage de la délibération, de la participation de tous et de la représentation élue afin d'arriver à une solution plus intéressante que le système, que le monopole de la décision d'aujourd'hui. Oui, ça me paraît donner des garanties, en tout cas supplémentaires. À mes yeux, dans le prolongement de mon intervention précédente, l'essentiel, c'est que le citoyen qui est appelé à voter par référendum ait non seulement une connaissance de ce que les responsables parlementaires peuvent avoir comme position, pourquoi pas le gouvernement sur une question, pourquoi pas en effet connaissance de ce qu'une assemblée citoyenne bien composée a dégagé comme position. Le citoyen peut se dire, si j'en avais donc été membre, j'aurais sans doute assisté à l'émergence de la même conclusion, donc je vais l'examiner attentivement, elle me paraît a priori devoir être prise au sérieux. Il me semble quand même essentiel que le citoyen ait aussi accès à une remise en discussion de ces deux positions, en quelque sorte institutionnelles, assemblée citoyenne par tirage au sort et assemblée élue ou gouvernement, et puis se faire son opinion par lui-même. Et de nouveau, là, ça suppose une campagne d'information, de délibération, de médiatisation suffisamment intense et longue pour que les décisions soient éclairées. Donc c'est lourd. Et donc ça doit s'employer évidemment dans des circonstances ou sur des sujets qui le méritent. Mais je pense qu'en effet, obtenir une garantie de légitimité démocratique des décisions prises suppose des conditions qui sont inévitablement assez lourdes. Donc cette articulation me paraît parfaitement défendable, oui. Très bien. Est-ce qu'en Belgique, on n'est pas confronté à un problème particulier, récurrent, c'est-à-dire le conflit communautaire au niveau fédéral, qui prend en otage en quelque sorte la question démocratique et la possibilité d'avancer sur des projets comme celui dont on vient de parler, qui combinerait référendum, assemblée tirée au sort. Et donc, quelle lecture faites-vous de ce clivage communautaire par rapport à l'évolution de la démocratie et des possibilités d'une démocratie plus forte? Alors, c'est un vrai problème, parce que il y a non seulement l'existence du clivage, mais aussi la présomption du clivage. Alors, je m'explique. La question royale qu'on tranche en 1950, le roi Léopold III doit-il reprendre l'exercice de ses pouvoirs constitutionnels, revenir sur le trône? On a retenu que la consultation populaire avait dégagé une majorité en faveur de son retour aux affaires, que finalement, sous la pression de la rue, en Wallonie en particulier, il avait renoncé à reprendre l'exercice de ses prérogatives, et qu'il y avait eu un fossé entre les Flamands et les francophones. On avait voté pour le retour du roi en Flandre et contre en Wallonie et à Bruxelles. C'est une lecture totalement biaisée. Ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout une opposition entre flamands et francophones, c'était une opposition entre catholiques, favorables au roi, et anticléricaux, défavorables au retour du roi, entre les électeurs du parti catholique, en gros, et les électeurs socialistes et libéraux de l'autre. Mais comme leur répartition au plan géographique faisait qu'une majorité se dégageait en faveur du roi en Flandre et une majorité contre son retour en Wallonie, on a cru que c'était un clivage communautaire. En fait, en Wallonie, dans les provinces les plus catholiques, Namur et Luxembourg, il y avait une majorité en faveur du retour du roi aux affaires. Et donc, je parle de ceci parce que la difficulté à faire trancher des questions par référendum à un niveau fédéral par flamand et wallon est que, quel que soit le résultat, on risque de part et d'autre, au moins dans une des deux grandes communautés, de dire « oui, mais c'est l'autre communauté qui l'a emporté », soit des francophones disant « c'est la volonté flamande démographiquement majoritaire qui a emporté la décision », ou alors les Flamands se plaindront parce qu'on aura utilisé un système de correction, exigé une majorité dans chaque communauté, et qu'ils pourront dire « ce sont les
la minorité, les francophones en minorité qui ont bloqué la décision majoritaire du peuple flamand, on est parti pour des interprétations qui ne vont faire que renforcer l'idée qu'il y a un clivage, un fossé entre les deux grandes composantes. Donc, je ne considère pas que ça doit balayer purement et simplement cette perspective, mais c'est un risque majeur. Donc, autant j'entends très bien la possibilité d'un référendum à l'échelle communale ou régionale, ou même des communautés si on parvient à définir le champ électoral, ce qui à Bruxelles pose un problème, mais autant au niveau fédéral, je crains que ça fasse turbuler le système et suscite des frustrations et des méfiances réciproques. Un autre élément que vous avez un peu évoqué tout à l'heure, c'est la position des corps intermédiaires par rapport à ce genre d'avancées comme le référendum, voire même les assemblées tirées au sort, puisqu'on est dans un système en Belgique, même s'il est sans doute grippé dans un système de démocratie sociale où on a une certaine habitude de fonctionnement via des représentants syndicaux, des mutuelles, donc les grands corps intermédiaires. Est-ce que on peut imaginer à quelles conditions ces corps intermédiaires pourraient être favorables à une approche qui reposerait plus sur une certaine forme de souveraineté populaire plutôt que des discussions entre représentants, même de représentants de piliers comme on a connu pendant un grand nombre d'années en Belgique? Alors c'est une bonne question, parce qu'a priori on peut les imaginer assez méfiants. Je le disais tout à l'heure, historiquement, ce sont ces corps intermédiaires qui ont été le grand contrepoids au monopole de la décision politique conférée aux élus. Ils n'ont pas forcément envie d'une triangulation qui fait qu'ils seraient face à deux acteurs qui pourraient, en quelque sorte, les mettre, eux, corps intermédiaires, un peu dans l'ombre, et diminuer leur capacité d'action. Ils pourraient être d'autant plus méfiants que cette capacité d'action est déjà réduite globalement, me semble-t-il, depuis un certain nombre d'années. Je n'oserais pas dater le moment où cette réduction commence à se manifester clairement, mais on sent que leur poids, leur capacité d'influencer les décisions, en tout cas dans un certain nombre de domaines, est plutôt en recul, et notamment dans les domaines économiques et sociaux, la concertation sociale, la capacité à dégager des réformes ou des décisions par consensus entre le banc patronal et le banc syndical est fortement affaiblie. Donc, a priori, ils peuvent être frileux. Ils pourraient être au contraire intéressés en se disant, peut-être le référendum ou des assemblées citoyennes seraient-ils en fait des alliés, des instances ou des mécanismes de décision qui nous redonnent une chance de faire valoir notre point de vue, là où face aux élus, nous avons de plus en plus de mal à nous faire entendre. Et j'imagine alors ces corps intermédiaires très exigeants, de nouveau sur les questions procédurales. Comment avoir la garantie que des décisions prises par référendum ne soient pas dominées par de la démagogie, de la désinformation, un manque de connaissance des dossiers? Parce que ces corps intermédiaires, non seulement ils représentent leurs intérêts spécifiques, mais ils sont aussi des spécialistes avérés, évidemment, des questions qui sont au cœur de leur action. Ils peuvent donc s'inquiéter, évidemment, que le grand public qui vote n'est pas le degré de familiarité, de compétence pour exercer correctement leur droit de vote. Donc je suppose que ces corps intermédiaires seraient très très exigeants en termes de qualité de l'information et de la délibération. Mais je peux les imaginer tenter de trouver un allié dans un vote populaire face à un monde politique dont ils ont sans doute le sentiment qu'il est sur pas mal de dossiers enclin à ne plus trop les écouter. Mais il faudrait leur poser la question. On leur posera la question, certainement. Mais donc, une des raisons peut-être pour lesquelles les corps intermédiaires ont perdu en influence, c'est peut-être l'évolution de la politique économique en Belgique, en Europe, et une certaine perte de capacité pour le pouvoir politique d'orienter les questions économiques. Est-ce que ce n'est pas là aussi une des raisons de la perte de légitimité des représentants politiques qui semblent quand même, pour un certain nombre de citoyens, devenus de plus en plus impuissants par rapport à ces questions économiques et leurs orientations
Donc la social-démocratie telle qu'elle a existé à un moment donné est aujourd'hui en échec, semble-t-il. Et ça, bon, ça explique sans doute une perte d'influence des corps intermédiaires, mais aussi une certaine forme de désaffection des citoyens. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer un moment de retrouver une certaine forme de souveraineté politique sur les questions économiques? Alors c'est difficile, ça pose la question des capacités de réforme du système économique établi, qui est un mode de production capitaliste, d'économie de marché, de libre entreprise, de concurrence, etc. Pendant longtemps, quand on parlait de réforme ou de réformisme, c'était en fait en faveur du progrès social, des intérêts des salariés. Les partis réformistes, c'était les partis sociaux-démocrates, qui voulaient une alternative, pas radicale au capitalisme, mais une sorte de civilisation du capitalisme, sans basculer vers l'alternative radicale d'une société communiste. Aujourd'hui, c'est significatif. Les réformes et la notion même de réformiste sont plutôt monopolisées par des partis de tendance libérale qui, dans une certaine mesure, remettent en question certaines évolutions, certaines formes de régulation et défendent prioritairement les intérêts des entreprises au nom du dynamisme de l'économie, de l'emploi, de la capacité concurrentielle. Et c'est clair qu'une bonne partie du monde populaire, des salariés, voit avec inquiétude des tensions sur l'emploi, sur le salaire, sur les allocations sociales, etc. Et donc, avec un constat d'impuissance, d'incapacité à continuer à peser, et des syndicats qui, contrairement à ce qu'on dit, n'ont pas du tout la capacité d'influence qu'on leur prête dans certains milieux économiques. Ils se sentent au contraire pieds et poings liés trop souvent. Donc la question de la souveraineté populaire ou démocratique sur les questions économiques et sociales, en effet, elle se pose. Et elle se pose d'autant plus que, plus ou moins nettement, les citoyens ont l'impression qu'au fond, les acteurs politiques nationaux pour lesquels ils peuvent voter, ou a fortiori régionaux, agissent dans un cadre européen sur lequel, là, le sentiment de prise, il est très ténu. Nous mettons aussi un bulletin dans l'urne tous les 5 ans pour le Parlement européen. Il n'y a pas beaucoup de citoyens, je crois, qui espèrent que son vote a une influence directe sur les politiques européennes. On a l'impression d'une énorme institution complexe, opaque, on ne comprend pas bien le rôle respectif de la Commission, du Parlement, du Conseil, pour autant qu'on ait déjà compris comme citoyen qu'il y a cette triangulation. Et chez ceux qui sont sensibles à ces questions économiques et sociales, même s'ils ne maîtrisent pas bien le mécanisme, ils ont bien compris que l'essence de l'Europe, c'est un mécanisme libéral. C'est un mécanisme qui met les intérêts du monde économique au centre de la machine pour un développement économique supposé être au bénéfice de tous, mais avec un primat des règles de libre concurrence, de rigueur budgétaire, etc. Et donc, de fait, là, il y a un sentiment diffus mais réel de déficit démocratique majeur. Avec en plus le fait qu'on a propagé l'idée, qui n'est pas forcément exacte, que les États sont en effet pieds et poings liés ou engagés dans une sorte de carcan réglementaire européen qui ne leur donne pas de marge de manœuvre nationale. Ce qui est contesté par certains. Il y a un livre qui est paru il y a une petite dizaine d'années de Gilles Raveau qui s'appelle « Économie, on n'a pas tout essayé » et qui, sur l'exemple du Portugal, essayait de montrer, de manière qui m'avait paru convaincante, qu'en fait, les États gardent des marges de manœuvre nationales très importantes, mais ne les emploient pas. Et il y a certains discours, y compris dans le monde progressiste, consistant à dire, mais face à l'Europe, on ne peut rien faire. Il y aurait là un débat à rouvrir et voir si on n'a pas plus de souveraineté potentiellement que ce qu'on imagine. Espérons que ce soit le cas et qu'effectivement on puisse mettre en avant des perspectives de changement économique malgré le cadre européen. On assiste depuis un certain nombre de mois à des manifestations sociales, des mouvements de grève importants liés à des mesures décidées au niveau fédéral concernant les droits sociaux, avec le sentiment là aussi que on se bat contre des moulins à vent et qu'on n'arrivera pas vraiment à faire changer les décisions, mais on manifeste quand même et on fait la grève quand même, voilà, avec un réel sentiment d'impuissance. D'où est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer compléter ces revendications pour le maintien des droits sociaux
puisqu'on n'en est plus à des revendications pour améliorer les droits sociaux, compléter donc cette revendication-là par une demande de droits politiques plus étendus, tels que référendum, assemblée tirée au sort. Alors, ça dépend de l'analyse que l'on fait des droits politiques dont on bénéficie et de la manière dont les élus agissent. Alors, je voudrais non pas corriger, mais compléter mon propos tout à l'heure quand vous me demandiez est-ce qu'on peut dire que les élus ont un mandat clair. Je vous ai coupé en disant mais non, pas du tout, c'est un mythe. Ils ont évidemment une légalité, une légitimité constitutionnelle complète à prendre les décisions qu'ils prennent. Ils ont été élus à la majorité selon des procédures qui en Belgique sont saines. Il n'y a pas de perversion du vote, il n'y a pas de manipulation, etc. Simplement, les politiques qu'ils mènent, ils ne peuvent pas dire que c'est le reflet de ce que leurs électeurs voulaient, parce que thème par thème, ils ne peuvent pas prétendre que les électeurs les ont mandatés pour mener telle et telle politique précise à chaque fois. Mais ils ont évidemment le droit constitutionnel et même le devoir d'utiliser leur majorité pour réformer, pour modifier l'ordre juridique existant. Dans la mesure où ça peut se heurter à des oppositions au sein de la population, et parfois fortes et parfois larges, que cette population ait d'autres moyens que simplement les droits de grève, de manifestation, d'expression, d'association pour manifester un désaccord, ça me paraît démocratiquement sain. Précisément parce que la discordance par rapport à la volonté populaire peut être très importante sur certains sujets. Est-ce qu'on a besoin pour cela de droits politiques nouveaux, pas au sens des droits fondamentaux, des droits constitutionnels, je veux dire des grandes libertés, par contre de droits autres à participer au processus de décision politique? Oui, en Belgique, on revient à notre discussion du début, puisqu'il y a ce monopole de la décision proprement politique, on peut considérer que pouvoir intervenir comme citoyen à travers des assemblées citoyennes qui auraient une capacité de décision, ou pouvoir intervenir à travers des référendums, c'est un complément et sur certains sujets un correctif ou un contrepoids utile. Dans la mesure où on voit qu'il y a une désaffection, un sentiment d'impuissance du politique, je pense qu'il faut répondre à ce malaise d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien. Est-ce que vous pourriez, même si c'est un exercice un peu difficile, résumer en une minute votre position quant au dispositif institutionnel qui permettrait un renouveau démocratique? J'observe que pour le moment, il n'y a que deux propositions concrètement sur la table. Les assemblées citoyennes tirées au sort d'un côté, généralement avec un pouvoir purement consultatif, elles remettent un avis, et puis le référendum à pouvoir décisionnel de l'autre côté. L'inconvénient des premières, c'est que si elles gardent un pouvoir purement consultatif, elles n'ont pas d'impact concret, on en a beaucoup d'exemples. L'inconvénient du second, c'est que quand on n'a que ça à sa disposition, on peut avoir un doute sur la qualité de la délibération de l'information préalable et se dire c'est donner des clés de décision au peuple alors qu'il n'est peut-être pas tout à fait bien formé pour prendre une décision. Donc pour moi, il faut conjoindre les deux systèmes. Il faut que d'une manière ou d'une autre, il y ait une capacité sur certains sujets de décision populaire réelle, le droit à trancher en dernier ressort, mais très correctement informé par une délibération, des circuits de discussion tels que ceux qu'on peut mettre en place dans des assemblées citoyennes. Est-ce qu'on peut les mettre en place à travers des médias, des réseaux sociaux, pour prendre des décisions par référendum dont la qualité intellectuelle est suffisante? Si on en a la garantie, ça me paraît être une option plus claire et plus décisive que des assemblées citoyennes purement consultatives. Mais il faut des garanties de la bonne information et de la du bon débat contradictoire préalable. Merci beaucoup, Vincent de Courbiteau. Merci à vous.